Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes le mercredi 4 novembre 2020 et bien entendu le sujet phare de la séance, même de la semaine, ce seront les élections américaines. Nous avons donc publié une vidéo qui résumait la situation aux alentours de 7h30 du matin et nous venons de l'apprendre, Joe Biden remporte l'Arizona. Ce sont donc 11 grands électeurs et c'est le premier swing state, le premier état pivot à basculer. C'est une terre, historiquement, c'est une terre républicaine, et ce depuis plusieurs années, depuis même des décennies, et cela lui permet de monter à 236. Il reste donc 5 États du centre des États-Unis, notamment les 3 de la ceinture ouvrière du Midwest, et Joe Biden doit en remporter au moins 2. Et donc, vous l'aurez compris, les élections présidentielles américaines se poursuivent. Pour le moment, aucune agence de presse américaine n'a encore décidé de désigner un gagnant. Et selon donc les derniers résultats, donc Joe Biden est très exactement à 236. Alors, lors de la précédente vidéo, voilà, donc très tôt, il était à 205, aux alentours de 236 actuellement. Il faut noter cependant, alors plusieurs choses à savoir. Alors pour l'heure, Joe Biden est très bien positionné en vue de remporter les élections américaines, mais Trump a déclaré qu'il allait gagner et a tweeté laissant présager donc une accusation de sa part de fraude, et donc il risquerait de contester les résultats des élections. C'était la crainte des marchés. Cela a entraîné d'ailleurs les marchés en fort repli. C'était suite à ce fameux discours devant ses partisans. Et selon lui, il a déclaré qu'il semblait clair qu'il avait gagné la Géorgie, la Caroline du Nord et la Pennsylvanie. Aucun de ces États n'a encore désigné de vainqueur dans la mesure où le décompte se poursuit actuellement. Alors, il s'agit d'un simple discours politique, mais les marchands ont réagi immédiatement à ce commentaire, car ça concernait justement la validité des élections. Et donc Trump a déclaré une fois de plus que les bulletins de vote par correspondance favorisaient la fraude à l'égard du grand public, du public américain, et que sa campagne sera bien entendu portée devant la Cour suprême. Alors c'est un risque qui est en train de se matérialiser dans l'instant présent avec un repli des indices. Alors, autre chose à savoir, les démocrates conserveront probablement la majorité à la Chambre des représentants et donc les républicains devraient conserver la majorité du Sénat. Joe Biden a déclaré qu'il se sent en bonne voie pour gagner les élections et comme nous l'avons dit, Trump a déclaré qu'il allait gagner, ce qui ne nous étonne pas venant de sa part. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que peu importe qui remporte les clés de la Maison-Blanche, l'absence de tout parti qui contrôlera donc les deux chambres du Congrès pourrait laisser entrevoir de nouvelles difficultés, notamment dans la mise en œuvre de ce fameux accord de relance, de ce plan contre le coronavirus, un plan des discussions qui patinait déjà avant les élections. On nous avait promis un accord après les élections, malheureusement on s'en éloigne considérablement. Et à noter également, il y a eu une grosse volatilité bien entendu sur le billet vert. Tout cela, nous allons en parler. Tout d'abord, très rapidement, le calendrier économique du jour. Et pour ceux qui voudraient suivre dans le détail comment s'est déroulée cette nuit électorale à partir notamment de 4h du matin, vous retrouverez toute l'actualité qui avait été publiée en temps réel pour voir comment s'est déroulée cette nuit électorale. Alors nous allons nous intéresser à présent au calendrier économique, car le calendrier économique n'est pas dégarni aujourd'hui, hein. Au contraire, il est plutôt chargé avec les différentes données PMI en provenance d'Espagne, d'Italie, de France, d'Allemagne, du Royaume-Uni. Aux États-Unis, on prendra donc également connaissance des stocks et de l'ISM non manufacturier. Donc beaucoup de données à venir, mais également prudence en début d'après-midi avec ce rapport national de l'ADP sur l'emploi. Donc voilà pour le calendrier économique, un calendrier économique vraiment chargé dans une séance où le risque semble prendre le dessus, et oui, bien évidemment, les stocks de pétrole brut, hein. Je ne sais pas si je vous en ai parlé, on va parler également du pétrole. On va passer sans plus tarder donc sur les indices européens, sur le compartiment action, avec des mouvements très intéressants, hein, que nous avons pu constater. Tout d'abord, le DAX en données journalières. Celui-ci est allé chercher très précisément ici sa Kijun et ce repli. Il a comblé son gap, hein, 12 230, hein, la Kijun et ce repli. Donc à présent, on pourrait aller chercher notre objectif théorique de notre ETE, notre épaule
tête et épaule. Objectif théorique à 11 174 et un autre objectif beaucoup plus profond, beaucoup plus éloigné vient se dessiner à présent. On pourrait aller chercher les 10 450 points en vue de finaliser cette vague suite à la sortie de notre nuage par le bas. Et donc, décidément, on pourra aller beaucoup plus loin que notre objectif théorique, même si, à noter qu'on s'était clairement rapproché de l'objectif théorique avant de rebondir. Donc voilà pour le DAX qui se replie. On voit clair dans les intentions de Donald Trump, ça devrait finir devant la Cour suprême si Joe Biden est annoncé vainqueur, et ça, ce serait le scénario catastrophe pour les marchés, car on baignerait dans une incertitude constante. Qu'en est-il du DAX en données H4? Très intéressant également le comportement de l'indice allemand. Celui-ci a refusé de sortir du nuage. Nous avions abordé hier la présence justement de ce nuage qui venait obscurcir quelque peu les perspectives haussières. Le nuage l'a confirmé et ça a été à la dernière minute que celui-ci est parvenu à renvoyer les cours en direction de la Kijun, avec pour cible justement cette zone que l'on qualifiait de résistance, actuellement support, aux alentours du seuil psychologique à 11 700 points. Alors s'il cède, on partirait en direction des précédents creux, celui que nous avons marqué récemment, 11 314, dernier rempart avant l'objectif théorique de l'ETE à 11 174. Et encore une fois, ce sera l'objectif intermédiaire avant peut-être un objectif un peu plus éloigné qui correspond qui correspond à la projection d'Osoda. Alors, veuillez m'excuser, je suis un petit peu fatigué. Un peu la sensation d'une séance qui ne s'est pas terminée. Donc voici pour le CAC 40, un CAC 40 qui avait réussi à se hisser à nouveau à l'intérieur de son triangle descendant. Un gap baissier vient le ramener directement au niveau de la borne inférieure, lui permettant ainsi de tester la Tenkan et de, par la même occasion, clôturer son gap. Prudence, tant qu'il est en dessous de la borne inférieure de ce triangle ascendant, bien entendu, les perspectives sont baissières. L'objectif est à 4486, tout simplement les creux du 29 octobre. On passe à présent à Wall Street. Alors Wall Street qui se retire, qui est en train de retracer quasiment l'ensemble de la hausse des progrès qui ont été marqués pendant la nuit, avec un Nasdaq qui vient se retirer très précisément avec une grande précision sur le niveau de sa SSB aux alentours des 11 390 points à 11 384 actuellement, et donc invalide complètement cette tentative de traverser de nuages. Et donc autant vous dire que cette formation de double top que nous abordons maintenant depuis plusieurs séances est clairement d'actualité. Les objectifs, bien entendu, nous ne cesserons de les répéter si le scénario venait à se confirmer avec un repli en direction de la ligne de coup de cette figure en double top. Qu'en est-il en données H1? La nuit fut extrêmement volatile, avec un Nasdaq qui est allé chercher du bout de la mèche supérieure la précédente projection d'Osoda qui nous avait permis de sortir de notre diamant, cette figure qui nous avait permis le retournement de tendance sur le Nasdaq. Alors on est allé chercher très rapidement ce niveau, on se replie actuellement au niveau des 11 365, et si celui-ci cède, on devrait aller chercher ce palier d'SSB aux alentours des 11 200 points. Donc des perspectives baissières pour le moment. Je vous rappelle que Joe Biden n'est pas favorable aux valeurs technologiques. D'une manière générale, il n'est pas favorable, il n'est pas considéré comme étant favorable à Wall Street. Qu'en est-il du Dow Jones? Le Dow Jones, lui, a échoué face à E2. Nous sommes toujours en train de nous aider de ces fameux niveaux E1, E2, E3 déterminés précédemment, et c'est encore une fois E2 qui a renvoyé les cours du Dow Jones à la baisse en direction de E, et si E lâche, ce serait pour aller chercher les 26 340 points ici, et peut-être aller marquer un nouveau creux, ou en tout cas au minimum aller chercher les précédents creux de la fin du mois d'octobre. Donc le Dow Jones un peu plus clairement, avec un peu moins d'éléments graphiques, on le voit ici, qui allait chercher du haut de sa mèche supérieure les 27 640, et donc prudence, car effectivement le support actuel pourrait céder, ce qui nous renverrait directement non loin des creux du 30 octobre. Qu'en est-il du S&P 500? S&P 500 également, qui pour le moment, on attend donc un repassage en dessous de l'oblique haussière, mais il semble invalider pratiquement complètement la sortie du nuage, et donc une figure qui reste toujours clairement d'actualité, ce fameux double top avec un écart de plus ou moins 27 chandeliers japonais entre les deux sommets, ce qui est décrit par Osoda, et ce qui devrait nous permettre de rallier un objectif minimum, voire 3 objectifs, et c'est ce fameux E3 que l'on retrouve assez loin d'ailleurs, à 2017.
Donc pour l'heure, un scénario haussier n'est toujours pas à envisager. Et si on repasse sous cette oblique haussière, on viendrait confirmer les perspectives baissières sur le S&P 500, mais plus globalement sur l'ensemble des indices américains. Qu'en est-il du S&P 500 en données H4? On est revenu chercher les 3321, on n'est pas parvenu à les franchir. Il faudrait que ce niveau cède pour qu'on puisse aller chercher ce creux également de fin octobre à 3225. C'est tout l'enjeu pour les indices américains au cours de cette séance. C'est donc peut-être d'aller chercher les creux de la fin du mois d'octobre si les supports actuels venaient à céder. Donc voilà pour les indices américains. Nous allons passer alors très rapidement le Nikkei. Alors effectivement le Nikkei également qui est venu se hisser au-dessus de ses sommets du mois d'octobre, et il parvient toujours à les défendre. Il est donc dans une zone transitoire, et si les 23 562 cèdent, on devrait passer sur les 23 434, et c'est le niveau qu'il faudra sauvegarder pour éviter une sortie, un franchissement de la borne inférieure de ce canal haussier. Donc cette zone transitoire sera très importante pour le Nikkei, car soit il parvient à se hisser au-dessus des 23 650, soit effectivement ce niveau cède, et ce serait pour aller chercher un support qui pourrait être déterminant quant à l'évolution future du Nikkei, mais les perspectives baissières restent il faudra favoriser les perspectives baissières au vu du sentiment de marché actuel. On passe à présent sur les matières premières avec un gold également qui a été extrêmement volatile actuellement, légèrement en dessous des 1900 $ l'once. On voit encore une fois que cette moyenne mobile simple à 50 périodes a fait le boulot, avec un nuage également qui l'a soutenu, et donc incapacité pour le gold de l'intégrer, de tenter de le traverser. Qu'en est-il en H4? Nous allons avoir un peu plus de détails avec cette bougie assez impressionnante. Clairement ici, lors de cette bougie, nous sommes allés chercher deux niveaux qui seront déterminants, et ça nous en dit beaucoup sur la suite et sur les niveaux qu'il faudra surveiller. C'est bien ces niveaux qui nous donneront un signal d'achat ou de vente. Alors ici, ce niveau-là, en cas de franchissement, on partirait immédiatement à la hausse pour aller se rapprocher des 1930, et c'est ce niveau donc qui nous donnera donc un signal baissier, le franchissement des 1880, ce qui permettrait un repli en direction des 1850. Pour l'heure, le gold ne parvient pas à trancher, et donc il est malmené au gré du sentiment de marché qui est passé un moment d'appétit pour le risque à forte aversion au risque, et donc un gold dans de telles conditions qui ne parvient pas à se tracer un chemin clair. Qu'en est-il du pétrole? Alors le pétrole avait gagné du terrain pour aller se rapprocher ici de son nuage en données H4 lorsque Trump était annoncé comme favori, mais justement donc ce scénario semble s'éloigner quelque peu, et Trump semble vouloir concrétiser son projet de contester les élections, et donc ce qui vient entraîner le pétrole WTI en repli aux alentours des 37,50, un pétrole WTI qui pourrait passer en dessous, à nouveau en dessous des 36 $. 36 $, ce sera à peu près notre Kijun. La Kijun, ce sera donc le support intermédiaire, et si on franchit les 36 $, direction 35,50, et si 35,50 cède, ce serait pour aller chercher le précédent creux de la début d'il y a 2 jours, tout simplement. Donc voilà pour le pétrole WTI, un nuage ici qui est venu contenir la tentative de hausse, et bien entendu les 38,50 qui ont répondu présent au rendez-vous pour renvoyer le pétrole WTI à la baisse en direction de la Tenkan. Le pétrole Brent également n'est pas parvenu à se hisser, à s'installer au-dessus des 40 $ actuellement à 39,70, un Brent qui pourra aller chercher les 38,80, dernier rempart avant les creux du 2 novembre. Et bien entendu, le dollar a joué un rôle considérable dans toutes ces fluctuations des matières premières. Les matières premières étant cotées en dollars américains, et constatez ici ce graphique du dollar en données H1, une grande volatilité, et effectivement encore une fois un dollar qui est une valeur refuge, notamment contre le risque politique, et je pense que c'est grandement d'actualité. L'euro-dollar ne parvient pas également à trancher, et oscille au gré donc des variations, encore une fois, du sentiment de marché, un sentiment de marché qui ne cesse de changer au fur et à mesure où nous avons de nouveaux résultats, ou suite à tel ou tel discours, car nous avons pris connaissance de discours de Joe Biden et de Donald Trump très récemment, et donc ce sont ces éléments qui viennent changer très rapidement le sentiment de marché. Pardon. Alors dans un tel
dans un tel contexte avec une telle volatilité sur le billet vert. L'euro-dollar a été fortement impacté, mais une volatilité sur la paire majeure euro-dollar qui pourrait rester d'actualité, notamment au vu du calendrier économique, en attendant donc les résultats notamment définitifs des présidentielles. Alors on prendra connaissance des différents PMI en Europe et aux États-Unis, ainsi que l'indice ISM non manufacturé. Donc on s'attend encore une fois à beaucoup de volatilité sur l'euro-dollar. Si l'euro-dollar parvient à se hisser au-dessus des 1,1690, ce serait direction 1,1743. Mais prudence, rien de si sûr. Tout dépendra concernant l'euro-dollar du calendrier économique. Alors donc ce Good Morning Market touche à sa fin. Nous continuons de vous tenir informés en temps réel sur l'onglet Actualité, que ce soit comme d'habitude les différentes publications économiques et les différentes alertes techniques, mais également tout ce qui est actualité concernant les élections américaines. Prudence, le vent pourrait très rapidement tourner. En tout cas, on pourrait assister à un fort retour de l'aversion au risque. Si on s'attend à une incertitude grandissante et constante dans le temps concernant les élections américaines, car effectivement, on ne risque pas d'avoir de résultats définitifs très prochainement. Donc, cette vidéo touche à sa fin. Encore une fois, merci de votre temps. Merci pour tous ceux qui nous ont accompagnés pendant cette nuit de trading, pendant cette nuit électorale. Et bien entendu, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter ou même partager cette vidéo. Excellente séance de trading. On se donne rendez-vous dès demain pour le prochain débrief, pour le prochain Good Morning Market. Au revoir.